c'est comme un scénario, si tu veux, qui s'impose à moi. C'est-à-dire pareil, là, je vais voir des images, on va me faire un film, en fait. On va me dire, ah bah tiens, d'un seul coup, tu es dans un désert, tu fais partie d'une caravane de dromadaires, et tu vas de village en village. Et voilà, on va me faire tout un déroulé, toute une histoire, en fait, qui souvent va parler à la personne. Par exemple, si on reprend l'exemple de cette villa, la personne va me dire « Ah ben moi, de toute façon, je me sens bien nulle part. J'arrive pas à être dans une maison. C'est compliqué. Il faut que tout de suite que j'envisage de déménager, tu vois. » Et donc, ça donne des points d'explication sur un mal-être ou sur quelque chose, en tout cas, peut-être qu'on voudrait voir évoluer. On comprend pas forcément l'origine, mais ça donne des clés, en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en tout premier lieu, je vous souhaite une excellente année 2025 pour vous et pour vos proches. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une médium, Anne-Elsa, qui nous raconte son histoire, sa médiumnité et notamment sa capacité à se connecter aux vies antérieures des personnes qui viennent la consulter. Je remercie très sincèrement Anne pour ce partage et vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Anne et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de t'accueillir. Anne, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Xavier, donc oui, je m'appelle Anne-Elsa, je suis médium et voilà, je propose des consultations, de lecture karmique et de contact aux défunts. Cette médiumnité, est-ce que tu peux nous la remettre en contexte et nous dire un petit peu comment ça a commencé pour toi ? Oui, alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu un événement traumatique au sein de l'école. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon qui est décédé dans la cour d'école pendant la récréation. Et tous les enfants qui étaient présents, en fait, les enseignants n'ont pas pensé à nous faire rentrer en salle de classe. Et nous avons tous assisté à cette scène. Et en fait, à l'âge de 8 ans, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que j'ai vu ce petit garçon allongé, puis je l'ai vu assis, alors qu'il était toujours allongé. Donc j'ai compris après qu'en fait, il était sorti de son corps et que j'avais assisté à ça. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas du tout compris sur le coup, en fait. Et donc j'ai enfoui un petit peu ce que j'ai vu à ce moment-là, puisqu'en fait, il est mort en ayant avalé un ballon. Et en fait, ça s'est transformé en une phobie pour moi. J'ai toujours eu très très peur des ballons, en fait. Je n'ai jamais voulu que mes enfants aient des ballons dégonflés dans les poches, etc. Et voilà, donc j'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Et puis moi, j'ai grandi dans une famille aussi où mon père était médecin, ma mère prof de sciences. Donc c'était une famille qui était très cartésienne, qui croyait pas du tout à la vie après la vie. Donc c'était compliqué. J'ai pas eu les éléments de réponse. Et j'ai eu beaucoup de ressentis comme ça, étant enfant, où je voyais des formes dans la chambre que je partageais avec mon petit frère, des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Et je pense qu'on me répondait, j'en ai pas le souvenir précis, mais je pense qu'on me répondait mais non, c'est pas possible. Et du coup, voilà, je suis restée un petit peu avec ça. Et puis en grandissant, devenant ado, j'ai aussi eu des ressentis de plus en plus forts. Notamment quand mon père était fan des guerres mondiales, en fait, de l'histoire autour des guerres mondiales. Donc quand on visitait les plages du débarquement, je me sentais souvent très très mal. J'ai fait aussi un voyage scolaire en classe de 4e en Allemagne. Et on a visité un camp de concentration, ça faisait partie du programme. Ça c'est parfait pour un médium, ça. Ouais, et en fait, j'ai pas pu descendre dans les chambres, en fait. Mais j'ai pas pu descendre physiquement, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une main invisible qui m'avait retenue pour descendre, en fait. Et là, je me suis effondrée en larmes et voilà, j'ai pas compris non plus ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà un petit peu, moi, la médiumnité, pour moi, c'est depuis très longtemps, mais sans explication, c'est compliqué, en fait. Et du coup, quand tu as cet événement traumatique, là, à 8 ans, quand on imagine le choc, tu peux pas en parler autour de toi ou tu en parles et on te prend pas au sérieux ? Comment ça se passe ?
Bah, tu sais, à cette époque, les psychologues qui intervenaient quand il y a des événements un peu traumatiques comme ça n'existait pas trop, quoi. Il y avait pas, enfin, en fait, on n'a pas été du tout pris en charge, en fait. Donc, c'était géré au sein des familles de chaque enfant. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'en ai reparlé avec mon petit frère, qui avait 2 ans d'écart avec moi, donc qui a assisté aussi dans la cour d'école à ce même événement. Et en fait, lui, si tu veux, on en a reparlé là il y a quelques mois seulement pour la première fois. On n'en avait jamais parlé en fait, quoi. Et lui, pareil, ça a été un trauma pour lui, mais il l'a géré autrement en fait. Bon, je pense que nos parents ont été présents, on a pu leur expliquer, mais ouais, comme je te disais, moi, enfin, j'ai vécu dans une famille cartésienne, donc ces choses-là. Ouais, c'était pas entendable, quoi. Non, c'était pas du tout entendable. Même si mes parents fréquentaient quand même un couple d'amis qui était très bon, enfin qui faisait du Ouija, qui faisait tourner les tables, et ils ont vécu pourtant des expériences. Une fois, justement, ce couple est venu à la maison, ils ont fait monter un guéridon en bois massif, et ils ont fait monter l'escalier en fait de la maison. Et donc mon père a assisté à ça en fait. Et bon, je sais qu'il en a pas dormi de la nuit. Je pense que ça, si tu veux, ça a quand même, ça l'a chamboulé. Il a pas compris parce qu'effectivement c'était impossible qu'en étant à 4 autour du guéridon comme ça ils arrivent à le faire monter. Surtout que tu vois le principe c'est que tu portes pas le guéridon, quoi. Tu poses juste tes mains au-dessus et tu le touches même pas. Et bon, je sais que voilà, il a été un peu chamboulé, mais derrière ça, enfin voilà, je pense que tu refais pas un parcours de 13 années de médecine. Oui, tu remets pas tout ça en cause. C'est ça, ouais. Tu t'arranges pour pas le faire, quoi. Même si aujourd'hui, bah, mon papa est décédé il y a 2 ans et bah forcément, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec lui très régulièrement. Et bon, bah je sais que bah du coup, il a changé de point de vue sur la question, quoi. Bah, oui, il doit avoir un autre point de vue, effectivement. Et toi, du coup, quand ça se manifeste pour toi, tu parlais là de ce qui se passe dans ta chambre notamment. Est-ce qu'il y a des peurs associées à tout ça, ou est-ce que quelque part ça fait partie de ton environnement, de ton quotidien, et donc bah, c'est ok, quoi? Ah non, c'est pas du tout ok, j'en ai complètement peur. Moi, je dors avec la couverture sur la tête quand je suis enfant. Je veux me protéger de ça, j'ai très très peur. Et à un moment donné, d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé un soutien, mais qui n'était pas un soutien, un soutien visible, mais un soutien invisible. C'est-à-dire que j'ai eu ce qu'on peut appeler un ami imaginaire, mais pour le coup, aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'était une entité, en fait. Alors, je te refais pas Sixième Sens, le film, mais je pense que c'est un peu ça l'idée. Et en fait, ça a été un soutien pour moi, en fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu comprendre des choses, et puis après, en grandissant aussi, tu vois, moi, j'ai pas lu tout de suite sur le sujet, parce que bah, je pense que quand même, quand t'as 14-15 ans, tu lis pas tout de suite sur le sujet. Mais par contre, je lisais beaucoup de romans. Et il y a un roman qui s'appelle Les Thanatonautes. Je sais pas si Oui, tu connais bien ce sûr. roman de Bernard Werber, qui en fait, ça m'a éclairé d'un coup, quoi. C'est-à-dire que parce que bon, oui, c'est vrai que c'est un roman, c'est une fiction, ça c'est certain, mais tu vois que c'est quand même extrêmement bien documenté. D'ailleurs, je crois que Bernard Werber, il s'occupe, enfin voilà, il se renseigne un petit peu sur tout ça. Je pense que voilà, il est assez branché, comme personnalité. Et donc, en fait, si tu veux, ça m'a donné des explications, tu vois. Et j'ai dû le lire vers 13-14 ans, je pense, quelque chose comme ça, et ça a été longtemps mon livre de chevet, en fait. Ok. Et alors, à quel moment tu comprends, pour le coup, réellement qu'il s'agit de médiumnité? Comment ça s'inscrit, du coup, dans ton parcours? Alors, du coup, en fait, assez, enfin, je vais dire à l'adolescence, vers 17, enfin 16, 17 ans, 18 ans même, j'ai compris que j'étais une antenne, en fait. C'est-à-dire que j'attirais à moi tout un tas de choses. Enfin aussi j'étais ultra sensible aussi, donc voilà, j'ai compris que j'étais cette antenne là. Et puis bah c'est l'âge aussi où on a fait pas mal d'expériences avec mon petit frère, des amis, on faisait du Ouija, on faisait de l'écriture automatique, etc. Et donc là j'ai compris qu'effectivement bah je pouvais capter des choses. Enfin voilà, moi à 17 ans, 18 ans, je discutais avec mon grand-père, quoi. Enfin tu vois, pour moi qui était parti, quoi, mais pour moi voilà, c'était quelque chose
enfin voilà, c'était facile quoi en fait. Hein. Alors j'ai commencé à faire des expériences, donc Ouija, écriture automatique, parfois avec plusieurs personnes, parfois seule. Et à un moment donné, je me suis fait de nouveau une frayeur, c'est-à-dire que comme je savais pas vraiment me protéger, que c'était aussi parfois un amusement, je prenais peut-être pas les choses aussi sérieusement qu'il aurait fallu. Eh bien, je suis tombée sur des entités qui étaient qui étaient pas, je pourrais pas dire que c'était non plus l'exorciste, hein, tu vois, mais je veux dire c'était quand même on me donnait des informations, puis tu sais, je cherchais à avoir des informations sur le futur, enfin tu vois, donc je posais des questions d'une gamine de 17-18 ans quoi. Et donc en fait, je me suis fait une frayeur parce que on me donnait des informations mais qui étaient complètement erronées en fait. C'est-à-dire par exemple, on m'avait dit ton cousin il va mourir à l'âge de tel âge quoi. Et donc du coup, ça m'a fait vraiment peur quoi et en plus, il est jamais mort ce cousin, tu vois. D'ailleurs, il se porte très bien aujourd'hui, Dieu merci. Mais ça m'a fait peur et du coup, j'ai refermé en fait. J'ai fermé le canal quoi. J'ai décidé de complètement bloquer tout ça en fait. Donc, c'était quelque chose de conscient ou simplement c'est la peur qui a fait que naturellement, hop, ça a terminé? C'est la peur et c'était aussi une volonté de ma part, quoi. C'était de dire, mais ce truc-là, en fait, c'est bien gentil, mais je sais pas comment le gérer, en fait, quoi. Et là, j'ai pas envie de me mettre en danger, j'ai pas envie de me retrouver dans des situations flippantes, et donc je préfère fermer. Et puis voilà quoi, sauf que comme tu le sais, quand on ferme, je veux dire à un moment donné ou un autre, ça nous rattrape en fait, hein, concrètement. Oui. Et donc moi du coup je fréquente beaucoup de salons ésotériques, des arts divinatoires, etc. Parce que j'accompagne mon mari, hein, donc qui est Jacques Virolini, donc qui est astrologue. Et donc depuis 2017 en fait, je fréquente beaucoup ces salons-là. Mais je l'accompagnais simplement en tant que visiteuse et j'ai eu la chance de faire des rencontres où je me suis questionnée. Je me suis dit bon, est-ce que je recommencerai pas l'écriture automatique? Donc je me suis renseignée, mais de manière à le faire de façon plus safe en fait. Et puis en fait, je suis tombée sur une hypnothérapeute, d'ailleurs je la salue au passage, Anne Thoiry, qui m'a fait une séance et qui m'a dit mais Anne en fait déjà elle m'a vu dans une roulotte dans une vie antérieure en train de lire l'avenir. Puis elle m'a dit mais Anne, l'écriture automatique, t'as pas besoin. Ah bon? T'as pas besoin puisque t'entends. Et là, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, j'entends en fait. Parce que effectivement, quand je faisais l'écriture automatique, si tu veux, j'entendais dans ma tête avant d'écrire en fait. Et donc, elle m'a fait prendre conscience qu'effectivement, en fait, l'outil n'était pas nécessaire en fait. Et que je pouvais très bien avoir une médiumnité sans utiliser un support en fait. Mais est-ce que ça veut dire que ce côté j'entends, ça avait été quand même présent tout du long ou c'était revenu à travers le fait que tu navigues à nouveau dans ce milieu-là, on va dire? Non, j'avais vraiment bloqué en fait, et c'est quand j'ai repris, oui, à partir de 2017-2018 que là, je me suis dit non mais il faut que si ça peut être une des capacités que tu as et que ça peut rendre service aux personnes, il faut le remettre faut le remettre en service entre guillemets, enfin l'expression n'est pas la bonne, mais et puis j'avais très envie aussi, hein, parce que de ce que je voyais, des expériences que j'ai pu faire, j'avais envie de retenter cette expérience-là en fait. Hein. Quand tu dis que tu entends du coup c'est la voix à l'intérieur de ta tête, c'est de la clairaudience interne, c'est ça? Oui, tout à fait. J'entends pas si c'est un homme qui vient se présenter à moi, je vais pas entendre d'un seul coup une grosse voix grave, tu vois. J'entends vraiment, en fait, c'est ma pensée en fait. Et c'est vrai que c'est très perturbant au démarrage, surtout quand, tu vois, j'ai été élevée dans un milieu cartésien, mais du coup, forcément, moi aussi je le suis, hein, cartésienne. Hein, je veux dire, j'ai un bac scientifique, j'ai fait des études de sciences, voilà, et je me suis toujours posé des questions, la démarche scientifique, etc. Donc en fait, c'est assez troublant parce qu'effectivement, comme t'entends ta pensée, tu peux te dire mais est-ce que je suis pas en train de divaguer complètement en fait. Donc comment tu distingues ça? Ça j'ai appris avec l'expérience. Déjà, je me rends compte que ce que j'entends, ce n'est pas forcément le vocabulaire que moi j'utilise déjà.
C'est-à-dire qu'on va me donner des mots qui ne sont pas dans mon vocabulaire ou que je n'utilise pas. Et puis après, tu peux faire aussi un peu des tests. Je veux dire, on sait très bien que dans des contacts aux défunts, il y a des canalisations. Tu dis des choses, tu donnes des preuves de survivance que tu ne peux pas connaître. Enfin, tu ne connais pas le consultant. Les fameux détails qui tuent. Le détail qui tue, c'est ça. C'est exactement ça. Donc au final, si tu veux, tu apprends après à distinguer ce qui est de l'ordre de ta pensée et ce qui est de l'ordre de ce que tu canalises. Eh oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que la clairvoyance, elle s'est aussi réactivée ? Ouais, tout à fait. Effectivement, alors c'est pareil parce que c'est souvent la question que tu vas me poser par la suite parce que c'est la question souvent qui vient après. C'est ta voix que t'entends, c'est pas ta voix. Est-ce que tu les vois vraiment à côté de la personne ou est-ce que tu les vois autrement ? Alors moi, je les vois sur mon écran interne, effectivement. Je les vois pas physiquement. Par contre, je peux décerner à peu près leur position. Je peux voir, si tu veux, si par exemple il y a quelqu'un qui vient t'entourer les épaules de son bras, ça je peux le percevoir en fait. Mais le visage de la personne qu'on va me donner, avec effectivement les petits détails aussi qui tuent dans la clairvoyance, je vais le voir sur mon écran interne en fait. Ok. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu ne vois pas du coup, comme moi je te vois là? Tu vois, est-ce qu'il y a, c'est pas une volonté de ta part ou est-ce que c'est simplement sans aucune explication ? Alors ça, effectivement, moi, ce que je pense, mais après, j'ai pas de certitude, mais c'est qu'il y a autant de médiumnité qu'il y a de médiums, et que effectivement, moi, je ne vois pas les gens à côté, en vrai, à côté des personnes, quoi, des consultants. Mais je sais qu'il y a des voyants, des médiums qui voient vraiment les personnes se situer, se poster à côté du consultant. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que ça s'exprime chez moi. Ok. Alors aujourd'hui, à travers ton activité, tu proposes plusieurs prestations, on va dire ça comme ça. Il y a la lecture karmique. Donc, tu vas te connecter aux gens et à ce qu'ils ont pu être ou pu faire dans d'autres vies, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai remarqué aussi là par rapport à cette lecture karmique, c'est que souvent on me donne à voir la vie antérieure qui laisse encore des traces, si tu veux. La vie antérieure qui fait que dans cette vie-là que tu incarnes, c'est encore, il y a des blocages, il y a des blessures. Et j'ai remarqué que souvent on me donne à voir là où les vies qui sont en rapport avec ces blessures. Dans l'objectif, selon moi, que le consultant prenne conscience que son âme a déjà vécu quelque chose de similaire, mais souvent bien plus fort d'ailleurs, puisque c'est quand même en cours de résolution, puisque on vient faire des expériences dans cette vie, on vient résoudre effectivement des problématiques et souvent on essaye d'alléger, enfin c'est alléger de vie en vie parce qu'on en comprend des choses quand même de ces problématiques, on avance, on chemine, donc mais bon, effectivement, c'est comme un scénario, si tu veux, qui s'impose à moi. C'est-à-dire, pareil, là, je vais voir des images, on va me faire un film, en fait. On va me dire, ah bah tiens, d'un seul coup, tu es dans un désert, tu fais partie d'une caravane de dromadaires, et tu vas de village en village. Et on va me faire tout un déroulé, toute une histoire, en fait, qui souvent va parler à la personne. Par exemple, si on reprend l'exemple de cette vie-là, la personne va me dire ah ben moi de toute façon je me sens bien nulle part, j'arrive pas à être dans une maison, c'est compliqué, il faut que tout de suite que j'envisage de déménager, tu vois. Et donc ça donne des points d'explication sur un mal-être ou sur quelque chose, en tout cas peut-être qu'on voudrait voir évoluer, on comprend pas forcément l'origine, mais ça donne des clés en fait. Ouais, autrement dit, si je comprends bien, la personne elle a un blocage ou alors quelque chose, un schéma répétitif, quelque chose qui se passe dans sa vie, et tu lui donnes une sorte d'illustration de ce qu'elle a déjà vécu dans une autre vie, qui vient expliquer pourquoi elle agit comme ça, ou pourquoi elle se sent comme ça, et le fait de le conscientiser, donc de le porter à la conscience, de le comprendre, c'est ce qui va lui permettre de le libérer. Oui, c'est ça. Alors après, je dis pas que c'est facile, c'est-à-dire que y a des personnes juste d'avoir la lecture tout de suite. Ah,
bah tu vois, ça c'est clair pour eux et ça y est, ça donne un sens et ça leur permet. Et après, ça dépend aussi des problématiques, parce qu'il y a des problématiques qui sont lourdes et qui nécessitent aussi un travail de libération, que la personne ne va pas pouvoir libérer comme ça. Alors, soit c'est un travail de libération que je vais proposer, si je peux le faire. Si je sens que par contre c'est bien ancré et plus lourd, je vais proposer plutôt d'orienter vers un travail de libération, vers une thérapie brève, comme de l'hypnose ou même vers un psychologue, si effectivement je sens que j'ai pas de prise là-dessus en fait. Là, j'ai fait un salon il y a pas très longtemps et en fait, j'ai fait une séance qui m'a beaucoup marquée. Donc c'était une dame que je voyais dans une autre vie. C'était une femme aussi, parce que t'es pas forcément femme dans une vie précédente. Si t'es une femme dans cette vie-là, tu peux être aussi un homme. Et donc en fait, je voyais moi une chanteuse qui était très marquée qui avait une grande mélancolie en fait, tu vois, qui chantait mais qui vraiment touchait les âmes en chantant, quoi, qui avait une profondeur, une mélancolie, une tristesse qui était très très ancrée en elle, et qui chantait mais vraiment, enfin c'était un cri de détresse aussi dans son chant en fait, et elle laissait passer beaucoup ces émotions là dans son chant. Je la voyais très bien habillée avec un boa en plumes, voilà. Et en fait, ce qui est ressorti en fait de cette consultation, c'est que elle avait perdu aussi l'homme qu'elle aimait dans des circonstances vraiment très difficiles. Et en fait, elle avait cette blessure, si tu veux, d'amour qui faisait qu'elle était inconsolable en fait. Et ça a beaucoup parlé à la consultante, parce qu'en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle comprenait pas déjà pourquoi elle avait cette mélancolie, cette tristesse qui la quittait pas dans cette vie-là, en fait. Et ce qui était aussi marquant, c'était que en fait, depuis toute petite, elle craignait de partir dans les circonstances dans lesquelles son amour était parti dans la vie antérieure, sans pouvoir l'expliquer en fait. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que après voilà, mais c'est personnel. Mais en fait, elle avait vraiment cette peur de mourir de cette façon-là en fait, tu vois. Et donc, moi j'espère en tout cas que ça lui aura donné un éclairage, de se dire, voilà, son âme avait vécu ça, c'était profondément ancré en elle, donc maintenant, d'essayer d'avancer, de guérir peut-être cette blessure, de la travailler en tout cas. Et puis le petit détail aussi qui tue, mais qui était assez marrant par rapport au boa en plume en fait, c'est que cette dame elle a levé sa manche et elle s'était fait tatouer une plume en fait sur l'avant-bras quoi. Et donc voilà, c'était quelque chose aussi qui était assez marrant quoi. Ouais, c'est assez incroyable. C'est vrai que alors tu sais que dans mon activité c'est un petit peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on va souvent revisiter d'autres vies qui explique qui est la personne dans cette vie, ce qu'elle vient jouer, ce qu'elle vient expérimenter. Et j'ai la sensation que quand on va mettre ça en lumière, donc porter à la conscience de la personne en question, c'est comme s'il y avait un changement de système énergétique. C'est-à-dire que il y a effectivement la partie visible qui est « Ah, ok, je comprends mieux pourquoi j'agis comme ça, ou pourquoi ça m'arrive ». Mais à côté de ça, il y a plein de trucs d'un point de vue invisible que je sais pas expliquer, mais que je ressens, qui se jouent et qui fait comme s'il y avait un changement vraiment de paradigme, quelque chose qui il y a un avant et un après, et qui va s'infuser dans la durée et qui va modifier du coup la perception, le ressenti de la personne par rapport à cette problématique-là. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça modifie quelque chose. Et après, il y a que les consultants qui pourraient le mieux effectivement en parler. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas dans les retours que j'ai, c'est qu'il y a un avant, un après, quoi. C'est-à-dire que ça permet quand même. Enfin, cette prise de conscience, elle est déjà énorme en fait. Après, le travail appartient à chacun pour effectivement guérir de ses blessures. Et puis parfois, il y a des situations aussi. Des fois, on me donne à voir des traumas. Et du coup, c'est un trauma, c'est difficile.
difficile aussi à dépasser sans un accompagnement thérapeutique en fait. Hein, donc, mais je suis assez d'accord avec toi. Et on le voit aussi d'ailleurs dans le contact au défunt, ça. C'est-à-dire que parfois la libération aussi d'une âme, le fait que l'âme puisse prendre contact avec son proche, donner des explications ou sur son départ par exemple, ou ça modifie quelque chose aussi dans la structure. Mais c'est assez fou. J'ai une anecdote sur le sujet. Hein. Par exemple, j'avais fait un contact au défunt avec une amie. Elle souhaitait rentrer en contact avec sa grand-mère. Et en fait, quand je la reçois, je lui dis mais moi c'est pas ta grand-mère que j'ai un jeune homme. Et tout de suite ça lui a parlé en fait parce que elle avait perdu un ami donc du même âge, hein, donc en gros une trentaine d'années. Mais en fait, c'était un jeune homme qui s'était suicidé et elle était très en colère contre lui en fait. Et elle me dit c'est marrant parce que j'ai pensé à la consultation à ma grand-mère et à lui, mais lui je voulais pas en parler en premier parce que vraiment je suis en colère contre lui, etc. Et donc il a pu dire plein de choses. Donc il a donné des explications aussi sur son départ parce qu'il n'y avait pas eu de lettres de mémoire qui avaient été retrouvées. Donc ça a permis de poser les choses. Et en fait, le mari de cette amie, qui était en fait le meilleur copain de cette personne qui s'est suicidée, il croit pas à tout ça. Lui, c'est pas du tout son truc. Et donc, elle avait fait un peu la consultation dans son dos, sans lui en parler. Voilà. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la personne qui est partie avait contracté une assurance vie, une assurance. Oui, c'est ça, une assurance vie, au nom des 2 enfants du couple, en fait. Il avait mis les 2 enfants du couple bénéficiaires. Et ça faisait 1 an et que en fait le mari de mon ami n'avait pas fait la démarche en fait parce que tu sais, je pense que c'était compliqué aussi d'accepter de l'argent de quelqu'un qui est parti dans ces circonstances, etc. Et en fait, mon ami me rappelle le lendemain et me dit écoute, c'est incroyable, mais il n'est pas au courant de la consultation, il sait pas ce qui s'est passé et il a appelé le notaire, il a fait les démarches quoi. Donc tu vois, quelque part, par effet un peu ricochet, ça a libéré quelque chose en fait. Et ça a permis effectivement de résoudre un peu cette problématique, qui n'était pas une problématique, mais en tout cas... Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça va un peu même au-delà de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça vient changer la structure de la personne qui te consulte, mais ça vient aussi agir sur toutes les parties prenantes en fait Alors moi je travaille beaucoup avec la systémie et je trouve qu'en fait ça c'est un outil qui est super intéressant. C'est que quand tu bouges un élément du système, ça a un effet sur tout le système en fait, sur tous les autres membres du système. Et je peux le voir dans le cadre de mon métier, mais voilà aussi je pense que voilà, là on était sur un système et effectivement d'avoir bougé un élément du système, quelque part voilà, ça a induit des choses chez les autres personnes en fait. Ah ouais, ça c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu as cette possibilité, cet accès aux vies antérieures des gens? Parce que quelque part, il y a plein de médiums, et il y a plein de médiums qui font des choses différentes, et tous n'arrivent pas ou n'ont pas cet accès, cette lecture aux autres vies. Ah, c'est difficile de donner une explication à ça parce que comment expliquer ce qui est inexplicable, quoi, tu vois. Ouais, mais t'as jamais questionné quelque part l'invisible pour essayer de l'appréhender, de le comprendre. Alors, là, je suis en train de le faire du coup parce que effectivement, je pourrais avoir une partie de la réponse qui est en fait avec mon mari, nous sommes des âmes collaboratrices en fait. Donc nous sommes venus pour travailler ensemble. Alors pas que parce qu'on est mariés aux femmes, on a des enfants, etc. Mais voilà, ça pourrait être une explication, c'est-à-dire que Jacques, lui, dans son approche de l'astrologie, il a une approche qui est karmique, et en fait, on est amené à travailler sur cette problématique-là ensemble, à proposer, voilà, on propose des ateliers ensemble, on fait des consultations aussi individuelles ensemble. Ça pourrait être une partie de la réponse. Mais je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, on m'a donné à voir ça, en fait. Et je t'avoue que même pour moi, d'ailleurs, je vois pas
pour moi. On peut me montrer des fois, parce que des fois je peux ne pas comprendre des choses, et on peut me montrer des morceaux de vie antérieure que j'ai vécu, mais j'ai pas la même lecture que je vais avoir avec quelqu'un, un consultant X ou Y, et pourquoi j'ai cette capacité-là, ça j'avoue que ça me dépasse. Je saurais pas dire, je saurais pas l'expliquer. Tu disais tout à l'heure que tu vas parfois dans certaines vies qui peuvent être compliquées, hein. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour toi justement d'aller te confronter à ça? Est-ce que c'est pas un peu, enfin, est-ce que c'est facile de prendre de la distance finalement par rapport à tout ce que tu peux voir ou ce qu'on te montre? Non, c'est très difficile. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'on ne me montre pas. C'est-à-dire que je me rappelle d'un atelier que j'avais fait lors d'un salon, et en fait c'était une jeune fille de 16 ans, et en fait on m'a pas montré ce qu'elle a vécu. On m'a juste montré le contexte, le paysage, mais on m'a pas montré la vie qu'elle a vécue. Et alors moi j'ai à mon avis plusieurs explications à ça. Je pense que peut-être qu'elle était trop jeune pour pouvoir aussi avoir le recul suffisant, et puis pour pouvoir en faire quelque chose, ou que c'était trop tôt dans son parcours. Après, sur certaines vies vraiment traumatiques, des vies antérieures traumatiques, souvent je sens que c'est lourd en fait, je ressens que c'est très lourd, et qu'il y a vraiment, surtout dans des cas, tu vois, de violences sexuelles ou des choses comme ça. Et là, en fait, on me bloque aussi, on me laisse pas non plus voir ce qui s'est passé. Je me rappelle d'une fois où on me laissait pas trop voir, que j'ai un peu forcé pour essayer de comprendre, et en fait on m'a arrêté quoi. On m'a dit non, là c'est pas possible. Et je pense aussi que voilà, c'est une question de temporalité aussi. Peut-être que la personne elle est pas forcément prête à recevoir toutes les informations à un instant T, et si on me les montre pas, c'est que je peux pas, j'ai pas à le dire en fait quoi, tu vois. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est juste pour la personne qui est en face, et peut-être que simplement tu vas créer une sorte de brèche qui restera ouverte pour plus tard, quelque chose à aller visiter plus tard, mais que sur le moment, elle n'est pas prête à intégrer ce que tu pourrais lui dire. Ouais, tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, par contre, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Je pense que quand les personnes viennent vers nous, c'est que on a des choses à leur apporter. Mais après, si on me donne pas tout à voir, c'est que voilà, c'est peut-être qu'il y a des étapes à réaliser pour la personne, et que on n'est pas là pour brusquer les gens non plus. Hein. Je pense qu'on a quand même moi, je pense avoir une éthique. Voilà, hein. Je me rappelle d'une dame une fois qui était venue me voir en pleurant, qui m'avait dit j'ai été voir une médium, je voulais pas y aller parce que mais ma sœur m'avait offert la consultation. Alors vous comprenez, je voulais pas décevoir non plus. Puis je suis arrivée devant, puis en fait devant, je le sentais pas, mais j'ai appelé ma sœur, elle m'a dit non, vas-y, elle a quand même tant de semaines d'attente, tu peux pas faire ça, j'ai payé la consultation, vas-y. Donc elle dit j'y suis allée à contre-cœur, sauf que elle est ressortie de là, on lui avait annoncé 7 décès. Et là, elle me disait, j'en suis au 5e. Là, elle était dévastée en fait. Donc, je pense qu'effectivement, la médium était une très bonne médium, puisqu'elle avait effectivement deviné les décès, etc., qui allaient arriver. Mais la personne, elle était dévastée, quoi. Elle était en miettes. Et je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut dire, mais il y a manière de les dire. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, quoi. Enfin, on n'est pas là non plus pour faire du mal aux gens. On est là pour les aider, et pour les aider à se sentir bien. Et ça pourrait poser la question de pourquoi quelque part l'invisible montre à cette médium ces événements si elle n'est pas censée les lui dire. Alors je suis d'accord avec toi, moi je me pose plutôt de ton côté du point de vue de l'éthique, mais si je me fais l'avocat du diable, on peut se dire ok, si elle les a captés, c'est que peut-être il était juste de les lui dire, parce que sinon elle les aurait peut-être pas captés. Et oui, et en même temps, si elle avait écouté ses ressentis, peut-être qu'elle y serait pas allée, tu vois. Moi, je trouve que c'est souvent ce que je dis, et je rejoins, j'écoute ton podcast, Xavier, et je rejoins, je crois que c'est Léa Lézé qui disait ça, que en fait, on n'est pas là pour hameçonner les gens, en fait, quoi. Il faut aussi écouter ses ressentis. Moi, mes plus belles consultations, c'est celles où il y a eu une reconnaissance entre la personne et moi, où elle s'est sentie attirée par moi, elle a senti que j'étais la personne qui pouvait lui apporter quelque chose. Je pense que c'est hyper important, et j'avais fait un post là-dessus il y a pas très longtemps, comment choisir son médium. Faut que ça résonne, quoi, faut que ça vibre en nous, quoi. Si je veux dire, moi à la limite faire 100 consultations moyennes, ça m'intéresse pas, je préfère en faire 10 exceptionnelles en fait.
Tu vois l'idée, quoi, en fait. Si la personne, parce qu'on est aussi dans une société de consommation aussi, hein, on a tendance à vouloir, consulter comme on achète, et que tiens, lui il m'a dit ça, mais tiens, j'ai envie d'entendre autre chose, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre un peu des barrières et pas aller voir quelqu'un parce qu'on vous l'a conseillé, mais déjà voir si déjà ce que dégage la personne, ce qui est inscrit sur son site, ses articles, ce qu'elle écrit, la manière dont elle s'exprime, si déjà est-ce que ça résonne avec nous, est-ce que s'il y a une résonance, est-ce qu'il y a une vibration qui est sensible, en tout cas qui vous touche. Et là je pense qu'effectivement c'est là où vraiment la consultation déjà elle va marcher, parce que ça peut aussi ne pas marcher, hein. Un contact défunt ne peut ne pas se présenter, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein, moi, que des personnes se présentent, et ben non, j'étais pas la bonne personne. Donc on va pas essayer de broder, d'inventer des choses aux gens. Je pense qu'il faut aussi, on a un devoir d'honnêteté vis-à-vis de ça, parce qu'on engage aussi notre réputation, on engage notre sérieux. Donc voilà, je pense que tout ça c'est important en fait. Tu disais tout à l'heure que du coup, parfois tu as des vies que tu explores qui sont un peu traumatiques ou des choses compliquées à aller voir. Ça veut dire que tu es connecté à l'émotionnel de la personne, ou toi, quand même, il y a une certaine distance, une hauteur de vue de ce que tu observes? Ah non, moi je peux fondre en larmes durant une consultation, hein. Et d'ailleurs je sais pas si des fois c'est compliqué parce qu'en fait je ressens en fait que ça soit d'ailleurs dans un contact au défunt aussi, où je vais ressentir tout l'amour alors j'adore les consultations de contact au défunt parce que tu ressens vraiment tout l'amour que les proches veulent transmettre à leurs proches. Moi je ressors de là, je suis complètement transcendée. D'ailleurs souvent je fais des gros câlins aux gens parce que j'ai besoin de partager, tu vois, faire sortir cet émotionnel, etc. Mais et inversement, effectivement, mais d'ailleurs dans les contacts aux défunts, souvent la personne me montre comment elle est partie et je ressens physiquement la manière dont elle est partie. Alors évidemment, je vais pas avoir une hémorragie interne, hein, mais je veux dire si c'est un arrêt cardiaque, je vais avoir une douleur à la poitrine. Si c'est une rupture d'anévrisme, je vais avoir une grosse douleur à la tête. Si c'est quelqu'un qui s'est pendu, je vais avoir ça va être rouge autour de mon cou, hein, ça m'est déjà arrivé d'avoir la trace de la pendaison autour de mon cou, que ça soit rouge. Donc je vais ressentir ces douleurs-là. Je me rappelle lors d'une conférence, c'était quelqu'un qui avait un masque, tu sais, un masque à oxygène. Oh là là, c'était horrible. J'avais la bouche pâteuse, j'arrivais pas à parler. Mes lèvres étaient collées. C'était hyper dur. Mais aussi les événements traumatiques, je les ressens évidemment quand c'est des vies antérieures, des femmes qui ont été blessées, etc. Voilà, ça m'assaille, quoi. Je me sens pas bien, hein. D'ailleurs, j'essaye de me protéger un petit peu pour aussi me ressourcer, de travailler mon ancrage. La labradorite, enfin voilà, j'ai mes petits gris-gris pour essayer de mettre un peu de distance, quoi. Est-ce que dans cet exercice, il t'arrive parfois de te connecter à des vies qui sont plutôt des vies ressources, ou de toi on vient expliquer que la personne elle a déjà fait ça ou qu'elle a transcendé telle situation, tu vois? Complètement. Et d'ailleurs là j'en ai plein des frissons. J'aimerais parler d'une expérience que j'ai eue aussi lors de ce dernier salon, où à un moment donné j'ai fait une petite pause là dans le salon et en fait je me suis retrouvée face à une personne. On s'est regardées toutes les deux, on s'est souri et du coup je lui ai dit mais je vous connais. Elle m'a regardée, m'a dit non, mais je vous reconnais. Et en fait il y a eu une connexion, mais un truc hyper fort. Et elle me dit je viens vous voir là, je vais absolument prendre une consultation avec vous. Je dis ok, du coup j'étais aux toilettes, machin. Alors moi je connecte souvent quand je suis aux toilettes ou sous la douche, je ne sais pas pourquoi. Et donc là j'avais déjà les images, quoi. C'était hyper fort, j'avais déjà les images de cette vie-là. Et donc, quand je suis revenue, les images sont revenues. Tout de suite, j'ai eu les images. Et là, c'était une vie de religieuse qui était hyper belle, hyper ressourçante. Et je voyais la religieuse, tu sais, avec la cornette là. Et donc, après, on a fait des recherches avec cette personne. On a pu voir de quel ordre ça venait. Donc je crois que c'est l'ordre de Saint-Vincent de Paul. Et du coup, je lui ai parlé de la rue du Bac. Et puis en fait, on s'est rendu compte que la rue du Bac, c'était cet ordre-là, en fait. Et du coup, tout s'est lié, en fait, d'un seul coup, quoi. Il y a eu un espèce de tu vois, d'un seul coup
C'était une évidence, quoi, en fait. Et donc là, tu vois, on est en contact régulièrement depuis ce salon au téléphone. On a prévu d'aller à la rue du Bac ensemble. Et chez elle, ça résonnait énormément. Enfin, on avait des frissons toutes les deux. Enfin, c'était absolument magique, quoi. Et en fait, ça donnait un sens hyper profond à sa vie, quoi, en fait. Elle a compris énormément de choses avec cette vie-là, quoi. Et ce qui était fou, c'est qu'elle avait vu, du coup, mon mari la séance, la veille, le jour d'avant. Et du coup, elle m'a dit après, c'est fou parce que Jacques, il m'a dit que j'avais été mariée avec Dieu. Ah, je dis ah bah voilà, donc ça veut dire qu'on ne dit pas que des conneries, qu'on se rejoint quand même, parce que ça peut paraître complètement barré et complètement fou. Donc du coup, quand tu sais aussi que ça résonne, tu vois, ou comme toi, quand tu peux aussi avoir accès, alors je sais que toi, tu as accès à tes vies antérieures, et ben du coup, forcément, ce qu'on va te raconter, ça va résonner. Hein, et puis, il y a d'autres personnes également à qui on a fait des consultations, qui avaient déjà fait des lectures régressives, et bon, quand ça parle, c'est vrai que c'est mieux. Mais en général, ça parle toujours quand même d'une problématique que la personne a toujours, donc du coup, ça résonne quand même, en fait, cette lecture de vie antérieure. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait, bah non, ce que vous me dites là, ça résonne pas du tout avec ce que je vis, quoi, tu vois. Il y a toujours eu des liens qui ont été faits. Quand une personne vient te voir pour une lecture, déjà, est-ce que ça suppose un protocole particulier de connexion de ta part, tu vois, de dire, ok, je pose une intention, et deuxièmement, est-ce que parfois, en fait, tu vas pas du tout dans cette direction et c'est un défunt qui vient se présenter? Alors, on a déjà fait des trucs un peu à l'aveugle, comme ça, où la personne disait, écoutez, je sens bien qu'il y a un truc à faire avec vous, mais je sais pas trop ce que je veux comme consultation. Et donc, et là, pour moi, c'est compliqué, en fait, parce que effectivement, tout de suite, on va me donner un personnage, on va me planter un décor, et je vais dire à la personne, mais ça vous parle? Non. Bon, du coup, c'est pas un défunt qui est proche, donc du coup, c'est une vie antérieure, quoi. Mais tu vois, c'est pas, je veux dire, tu vois, c'est pas comme dans un ordinateur, la fonction A, la fonction B, quoi. Je veux dire, des fois, tu vois, il y a des choses qui se mélangent un peu, et moi, j'ai pas toujours clairement le discernement. Je préfère que la personne vienne avec une intention, effectivement. Par contre, tu vois, pour cette personne-là, Nathalie, qui est venue me voir en consultation, là, on s'est reconnus, là, elle m'a dit, moi, je sais pas du tout ce que je viens voir. Et par contre, là, c'était très clair. J'ai dit, moi, je sais ce que vous êtes venu voir avec moi. Là, je savais que c'était une vie antérieure, quoi. C'était très clair. Là, il y avait un petit contrat d'âme sympathique. Ouais, un truc de fou, ouais, incroyable. Ok, du coup, ce que tu nous as dit tout à l'heure avec notamment le travail avec Jacques, c'est intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'articule cette prestation que vous avez? Quel est son rôle à lui? Quel est ton rôle à toi? Et comment c'est complémentaire finalement? Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'est pas très cadré non plus, c'est-à-dire qu'on est beaucoup au feeling. C'est-à-dire que des fois j'ai les images tout de suite et je dis à Jacques, oh là, faut que tu me laisses commencer, parce que s'il me laisse pas commencer, tu vois, il faut que je déroule, quoi. Quand j'ai des images, je sais qu'il faut que je déroule et il faut pas qu'on m'interrompe, faut que je puisse dérouler tout ce que j'ai à dire. Et après, hop, à la limite. D'ailleurs, je dis souvent aux consultants, là, vous dites rien, quoi. J'ai besoin, moi, déjà, d'un temps où je déroule. Et après, on se pose et puis on pose des questions, on revient en arrière. Ouais, c'est ce qui s'était passé durant notre consultation pour le coup. C'est toi qui avais commencé et tu avais déroulé. Ouais. Alors, je me souviens plus trop, tu m'en voudras pas, parce qu'en fait, je me rends compte que quand je canalise, souvent, je me rappelle pas. Même ma fille, l'autre fois, ce midi d'ailleurs, elle me dit, maman, tu m'avais vu comme ci, comme ça, comme ça. Je dis, ah bon, je t'ai dit ça, moi? Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi, je me rappelle pas, en fait. Mais voilà, donc c'est soit effectivement je déroule, ou soit j'ai pas l'information tout de suite, et du coup, c'est Jacques qui commence. Et après, je vais me greffer à lui, parce que lui, il va être plus, soit vous avez été ça, ou peut-être vous avez été ça. En tout cas, il y a un lien avec ça. Il est pas dans quelque chose qui peut être très précis avec l'astrologie. C'est plutôt des domaines, en fait. Et là, par contre, souvent, j'ai l'image. Je dis non, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une lecture croisée dans le sens où des fois, je lui dis, moi, j'ai ça. Est-ce que tu vois ça dans le thème? Ah oui,
bah oui, je vois ça dans le thème parce qu'il y a ci, il y a ça. Et en fait, on peut se faire une espèce de ping-pong comme ça pendant la consultation où on rebondit sur, voilà, moi je peux apporter des précisions. Ce qu'on dit souvent avec Jacques, c'est que lui il est Batman et moi je suis Superman, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai la supervision et lui il a besoin de gadgets, tu vois. c'est un super héros aussi, mais il a besoin de gadgets. Mais bon, du coup, voilà, on se renvoie la balle comme ça, et puis bon, bah voilà, c'est quand même assez fluide en fait. Hein. On arrive quand même à retirer quelque chose qui donne des billes et qui donne des clés, voilà, aux consultants. C'est vrai que, alors pour transmettre un peu mon témoignage sur cette prestation que j'ai eu la chance de tester. Du coup, moi, j'avais déjà une partie des pièces du puzzle, du fait de mon activité, hein, comme tu l'as dit, j'ai eu accès à pas mal d'informations déjà. Toi, tu m'as donné d'autres pièces de puzzle qui étaient vraiment complémentaires avec ce que j'avais déjà. Et Jacques, sa lecture, ça venait terminer le puzzle en fait. Donc c'était hyper pertinent. Parlons un peu des défunts. Tu as dit tout à l'heure que toi, tu arrives à percevoir tes défunts? Ouais, alors particulièrement mon père. C'est vrai que mes grands-parents, tu vois, ils sont partis il y a assez longtemps, mais je les perçois quand même, mais voilà, c'est plus épisodique en fait. Hein. Par exemple, j'ai une anecdote que j'aime beaucoup. Ma grand-mère, en fait, elle est partie en 2010, et donc en fait, il y a deux choses dont j'ai hérité d'elle. C'est son livre de l'école ménagère, parce qu'à l'époque, bah tu sais, on allait à l'école ménagère pour apprendre la cuisine, etc. Et puis bon, un saladier en plastique, bref, qui n'a aucune valeur, mais auquel je tenais beaucoup parce que je faisais la sauce à salade dedans. Bon, bref, ça n'a pas d'intérêt dans l'histoire. Mais en fait, et donc il y a une recette qui se transmet, c'est la recette de la mousse au chocolat qui se transmet de mère en fille, tu vois. Et un jour, je faisais sa recette de mousse et forcément, bah à chaque fois, je pense à elle, tu vois, c'est un peu le côté nostalgique. Et puis Jacques arrive et me dit mais comment tu fais ça n'importe comment, parce qu'effectivement j'avais décidé de gagner du temps et j'avais mis le chocolat à fondre dans le micro-ondes, tu vois, ce qu'il faut surtout pas faire, quoi. Je veux dire, ne faites pas ça, elle sera pas bonne la mousse. Et donc en fait et là je canalise ma grand-mère, elle me dit mais oui c'est n'importe quoi et je me fais engueuler, quoi, tu vois, genre mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi. Et du coup là, je suis super surpris. Je dis, mais c'est toi, Dédette? Parce qu'on l'appelait Dédette. Et là, elle me dit, bah oui, mais là, non, tu peux pas faire ça. Et là, elle me dit, regarde page, alors je me souviens plus du numéro de la page, on va dire n'importe quoi, regarde page 25. Et là, tout de suite, je pense à son livre de l'école ménagère, tu vois. Je me dis, bon, bah, ça peut être que ça. Je vois pas où regarder page 25, quoi. Et donc, je vais chercher son livre de l'école ménagère. Et déjà, je me rends compte qu'il est paginé. Parce que c'était pas c'était pas un livre, c'était un cahier, tu sais, où elle écrivait les recettes. Et donc, c'était paginé. Donc, je vais voir page 25. Et là, alors, c'était pas la recette de la mousse au chocolat, c'était plus subtil que ça. C'était comment faire fondre le chocolat. Wow. Donc, mettez le chocolat dans un récipient que vous mettez au bain-marie, que machin. Et là, mais je me suis pris une claque, tu peux pas savoir. Parce que c'était quand même entre les pommes de terre salardaises et puis, tu vois, le rôti de veau, quoi. Je veux dire, c'était pas, voilà, le chapitre des desserts, quoi. Et là, tu vois, on parlait de preuves tout à l'heure. Bah là, forcément, je me dis, c'est pas dans ma tête, en fait. Tu vois, c'est pas, je l'invente pas, quoi. Je veux dire, je savais même pas qu'il était paginé. Enfin, tu vois, c'était incroyable, en fait. Ouais. Oui, parce que même si t'es médium, et c'est le cas de plein d'autres médiums qui font ce métier-là, ça n'empêche pas qu'il y a souvent des doutes de ce que je peux canaliser, de la justesse de ça. En fait, ça t'accompagne tout le temps, en fait, j'imagine. Tout le temps. Et puis moi, j'aime remettre ça en question. À mon père, moi, je lui demande des preuves. Je veux des preuves, en fait. Et des fois, je pense que je le fais chier. Hein. Désolée pour le vocabulaire. Mais parce que moi, mon père, depuis qu'il est parti, il m'envoie des marguerites. Ça, c'est son signe, en fait. Et parce que, voilà, en fait, bon, il a mis 9 jours à partir. Ça a été très long, très éprouvant pour la famille. Et à un moment donné, bah, je pense qu'on est humain, quoi. Et j'ai demandé à mes guides, mais... quand est-ce qu'il va être prêt à partir, parce que j'avais besoin aussi d'avoir une échéance, en fait, parce que c'était vraiment compliqué. Et donc j'ai entendu, il t'enverra des marguerites. Et on est sorti de la chambre à un moment donné avec mon petit frère, on est parti discuter, donc c'était en plein mois de novembre, hein, donc autant te dire que c'est pas forcément l'époque de la marguerite.
Et quand mon frère est parti, j'ai baissé la tête et là, j'ai vu 4 marguerites dans un parterre d'herbe où il n'y avait des marguerites nulle part ailleurs, en fait. Et donc, en fait, le 4 novembre, c'est le dernier jour où je l'ai vu vivant, en fait. Et le lendemain, il est parti rejoindre les étoiles. Et depuis cette date-là, en fait, parce que je l'ai canalisé assez vite, mon père, mais je voulais pas y croire. Et je lui disais, mais non, mais moi, je veux que tu m'envoies des marguerites, quoi. Parce que j'étais perdue, puis déjà, émotionnellement, c'était quand même quelque chose de difficile. Et donc, la première marguerite que j'ai eue, parce que je racontais ça à une amie, je lui disais, mais moi, j'ai pas mon signe, tant que j'ai pas mon signe, je veux pas y croire, quoi. J'avais envie de bloquer un peu tout ça. Et elle me racontait que, en même temps, sa vie, elle me disait qu'elle s'était fait faire un tatouage thérapeutique parce qu'elle aimait pas du tout ses cuisses. Et puis, on revient sur la discussion, elle me dit, mais t'attends quoi comme signe exactement? Et là, je lui dis, bah, j'attends des marguerites. Et là, elle se met à pâlir, elle m'entraîne à l'étage, à l'étage, oui, à l'écart, pardon, et elle baisse son pantalon, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, sur ses cuisses, une de ses cuisses, il y avait une marguerite énorme, en fait, quoi. Waouh. Et donc, là où c'est beau aussi, c'est que c'était un tatouage thérapeutique et mon père était médecin, tu vois. Donc, en fait, là, tu fais du lien de fou. Et après, je veux dire, ça n'a été que ça, que des marguerites tout le temps, sous différentes formes, des dessins, une petite fille qui me fait un dessin, qui me le donne, c'est une marguerite, et enfin, des fleurs. Je me fais livrer des fleurs. Alors, tu vas me dire, tu t'es fait livrer des marguerites. Non, mais par contre, le livreur, il s'appelait Monsieur Marguerite, quoi. Sur le carton, tu vois, j'ai marqué Monsieur Marguerite. Et j'ai eu voilà des signes comme ça. Et effectivement, encore il y a pas si longtemps que ça, je me rendais à un massage et je discutais avec lui et je lui disais non mais là, enfin des fois tu sais, je dis non mais là papa c'est bon quoi. Qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de délirer dans ma tête quoi? Et il me dit bah tu vas voir, tu vas arriver dans la salle d'attente, tu vas voir. Et là, je rentre dans la salle d'attente, un endroit où j'avais jamais été, et il y avait une petite pancarte où il y avait une abeille dessus et 3 marguerites quoi. Et donc, bon, bah voilà, quoi. Là, tu te dis, bon, enfin. Ouais. Même si tu remets les choses en pas. question. Ouais, voilà, c'est ça. Même si tu veux remettre les choses en question, bah non, c'est trop beau, quoi. C'est trop fort. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que c'est ton père en particulier que tu canalises, tu vois? Est-ce que c'est parce que son décès qui est plus récent, ou est-ce que c'est parce qu'il a un accompagnement particulier auprès de toi? Oui, c'est parce qu'on a un lien ensemble, que lui, déjà du temps de son vivant, il venait soigner les autres, que là, il continue à le faire de l'autre côté, il continue à venir s'occuper des autres. Et du coup, il a décidé de venir m'aider. Hein. Souvent, quand je fais des soins, notamment après des lectures de vie antérieure, qu'il y a des choses à libérer, il s'invite des fois, parce que je fais les soins, j'en appelle à mes guides et aux guides de la personne. Donc là où la personne, je lui demande par contre de poser l'intention, hein, d'être libérée des blessures que j'ai pu voir dans une vie antérieure. Et ben des fois, il s'invite, des fois je le vois, et je dis ah bah tiens, c'est sympa, il est au-dessus de la personne, il est en train de poser ses mains et de se joindre à l'énergie pour essayer de libérer la personne. Donc je pense que voilà, on a des choses à faire ensemble. Et puis ouais, je pense qu'il y a un lien fort entre nous, il y a un lien karmique et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il m'accompagne encore aujourd'hui. Une relation qu'on n'avait pas forcément du temps de son vivant d'ailleurs, hein, parce qu'il était très, très pris par son métier et que là on est en train de développer complètement une autre relation. Bah, c'est peut-être aussi ça qui vient travailler, c'est-à-dire que il vient à la fois être dans la continuité de ce qu'il a fait d'une certaine manière, et puis dans la réparation d'autres choses, dans le lien entre vous deux en fait. Oui, peut-être qu'effectivement, je pense que tu as raison, il y a des choses peut-être à réparer, hein. Mais bon, ça nous appartient, ça appartient à notre histoire. Mais par contre, bon, bah moi je suis ravie parce que je sais qu'il y a des médiums qui ne parviennent pas à canaliser leurs proches et je me dis que j'ai vraiment une chance. Et je me dis que si je le canalise, si j'ai la chance de pouvoir le canaliser, c'est que c'est pas pour rien, tu vois. C'est aussi pour avancer, pour aider les gens, pour voilà. C'est pas je veux dire, je pense qu'il a autre chose à faire peut-être aussi là-haut, et s'il vient aussi, c'est parce que on a quelque chose à réaliser ensemble, en fait. Eh bien, Anne, je vais te remercier vraiment très sincèrement pour ce partage qui était passionnant. Et je vais terminer comme j'ai l'habitude, puisque tu écoutes le podcast, tu sais les questions que je vais te poser. J'ai donc 2 questions que j'aime bien poser en fin d'épisode, qui sont, premièrement, est-ce que dans ton parcours, dans ton éveil et puis dans ce qu'est ta médiumnité aujourd'hui, tu as eu
des influences, soit des ouvrages, soit des personnes en particulier qui t'ont, on va dire, inspiré? Alors, des ouvrages, oui, mais pas en particulier. Enfin, je vais te dire que j'ai lu Alan Kardec, des choses qui ont été effectivement inspirantes. Après, je t'avoue que moi, je suis vraiment plus inspirée par des rencontres que je fais dans mon quotidien. Et il y a beaucoup de personnes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été mises sur mon chemin pour m'aider à comprendre ma médiumnité. Et ça, c'était énorme, hein, voilà. Alors, ce sont des thérapeutes, hein, il y a Yasmine Villena, Tess Rio qui m'ont beaucoup aidé justement. Il y a Xavier Bertin qui m'a aidé à ouvrir des portes aussi, donc qui est aussi un thérapeute. Et puis il y a aussi des personnes qui m'ont propulsé, qui m'ont mis en avant, comme Nathalie D'Angelo ou Karima Bourreda. Voilà, ça c'est des personnes qui sont importantes dans mon parcours, qui sont certains plus anonymes que d'autres. Et puis après, dans les médiums inspirants, bah évidemment il y a des médiums que tu as reçus, hein, d'ailleurs, comme Céline Franou par exemple, hein, que je trouve que ses conférences, même la personne qu'elle est, quoi, ce qu'elle dégage, c'est une boule d'amour, quoi. Enfin voilà, et j'ai rencontré beaucoup de médiums, hein. Je peux pas dire ça de tout le monde, mais vraiment Céline, comme Virginie Lefebvre d'ailleurs, c'est vraiment des personnes qui sont très inspirante pour moi, quoi. J'aspirerais à avoir une médiumnité aussi pure que celle qu'elles ont, et aussi dans le partage d'amour et dans l'échange, quoi. Et puis il y a Alexandra Gabriel également, voilà, pour Véronique Galli, pour ne citer qu'elle, quoi. Mais voilà, moi c'est plus, j'ai envie plus de te parler des personnes que je rencontre au quotidien, plutôt que peut-être des livres que je vais lire ou des choses comme ça, quoi. Eh bien, merci. Et du coup, on embrasse toutes ces personnes-là. Merci, oui, je les salue et merci à toi. Je vais terminer du coup cet entretien en te demandant si tu as un conseil à donner à toutes les personnes qui s'éveillent, parce que aujourd'hui ça peut être parfois compliqué de savoir par quel bout prendre ce chemin-là. Et puis tu l'as dit, il y a pléthore d'offres et on peut être parfois dans la surconsommation. Alors comment, selon toi, on aborde ça sereinement ? Le conseil, ça serait d'aller chercher de l'information déjà, effectivement de lire, de se renseigner, de pas hésiter à aller voir des médiums, de les questionner, aller chercher de l'information, ça aidera aussi à prendre du recul, parce que souvent les gens, ils sont dans des craintes, dans des angoisses, et je pense que des fois il faut faire un pas de côté et puis avoir un regard un peu extérieur. Ça peut aider aussi à pas être dans la peur, mais du coup à être dans le ressenti, mais le ressenti qui soit le plus juste possible et le moins empreint d'angoisse. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup Anne pour ce partage. Et comme d'habitude, je mettrai tes coordonnées, tes liens, tout ce que tu voudras me donner dans le détail de l'épisode. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. À bientôt. Merci Xavier.